chercher au fond de soi ce qu'il y a de plus intime, essayer de concrétiser simplement une vibration, un truc que tu as au fond de toi, que tu sais pas trop, et que tu vas ensuite donner aux autres, à d'autres regards. Quelque part, c'est presque le reflet de son propre miroir. D'avoir ces grands traits de caractère faciles à comprendre, ces grands aplats, et puis essayer de traduire ce qui a donné naissance. Sortir du cadre, passer derrière la toile. J'ai eu des parents qui sont très à l'écoute et ils m'ont permis de commencer à m'exprimer avec un crayon très très jeune, voilà, dès l'âge de 5 ans. Ils m'ont mis dans une école municipale d'art appliqué et puis là j'ai rencontré des gens formidables qui étaient à l'écoute, qui ont ouvert des portes. Et donc ma première exposition avec une performance en public dès l'âge de 5 ans et demi. Et à 5 ans et demi, bah voilà, je me suis retrouvé au milieu d'un grand bâtiment avec plein de gens que je ne connaissais pas et je faisais de la peinture au feu. Voilà. Donc je bidouillais avec un briquet, des encres, de la colle. On n'aurait plus le droit de faire ça aujourd'hui. Et puis ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait créer des ponts entre les gens et que le regard c'était important et qu'il y avait d'autres moyens de s'exprimer que quand t'es gamin, tu sais, que la colère ou que demander un truc. Voilà, et on pouvait aussi donner pour recevoir. Ça c'était vraiment bien. Et puis la matière. Voilà, la matière, les couleurs, savoir qu'on pouvait intervenir sur ces petites choses et que ça pouvait créer de grandes émotions. On s'appuie sur une grande architecture, et puis au final, on s'enfuit. On part de quelque chose de concret, mais pour pouvoir mieux s'évader. Créer, c'est ouvrir des portes. Ça te donne confiance pour aller vers les autres. Donc après, école d'art, Paris, et voilà, les études de design par la suite. Une rencontre avec des professionnels qui étaient dans le jury, donc des responsables de sociétés comme des marques Jean Patou. Voilà, c'était la bonne période aussi. Bonne période où on pouvait tout faire. Voilà. Je dis ça au niveau des entreprises et il y avait un peu de budget, il y avait ce genre de choses. Et puis après apprendre à travailler avec l'essentiel, c'est-à-dire se dire qu'on peut faire des choses aussi sans avoir besoin de dépenser, de faire des chèques, quoi. Et donc la question pourquoi un lieu perdu comme ici, bah, c'est peut-être justement grâce à ça, c'est-à-dire de se dire qu'en allant chercher soi-même avec son seau et sa pelle un peu de terre glaise, là au milieu du champ, d'utiliser des choses simples. Ah, j'ai un petit coin là sympa, un endroit bien naturel, et je récupère de la terre pour modeler. Ça c'est quelque chose qui te recadre. Tu vois, l'argile c'est quelque chose qui te ramène à zéro. Parce qu'en fin de compte, elle est docile, elle est modelable, tu peux en faire ce que tu veux, mais en fin de compte, c'est toi. C'est toi qui dois te dompter. Alors c'est toujours une renaissance, c'est toujours un moment nouveau. Et ça me plaît. C'est très intéressant. Ah là, on est arrivé.
ma petite mine d'or. Là, il y a de quoi travailler. Ah, vraiment ici cette argile elle est vraiment trop bien quoi. Ah, là c'est chouette là. Ah. On va nettoyer un peu le dessus. Ouais, c'est pas mal. Ouais, super. Ouais. Ah, regarde ça. C'est parfait. On peut pas rêver mieux. Allez, retour à l'atelier. On a vraiment une belle lumière ce soir. Magnifique. Je pense qu'un artiste, avant de montrer son travail, il a besoin de se cacher un peu. On a besoin effectivement de se... un peu comme un animal sauvage, de se rentrer dans sa tanière, des fois d'hiberner quelques semaines, quelques mois. C'est une manière de se reconstituer et puis de recharger ses énergies intellectuelles, spirituelles et puis d'avoir les batteries gonflées à bloc et ensuite se jeter corps et âme dans le travail sans regarder s'il fait jour, s'il fait nuit, s'il fait froid, sans penser à ses états d'âme et voilà, s'immerger complètement dans les flots de la créativité et de laisser les choses se faire naturellement. Je pense qu'il faut... je parlais de confiance tout à l'heure, mais après, il faut prendre aussi confiance de son environnement, avoir confiance et se laisser embarquer et oser et ne pas réfléchir. Au final, c'est un travail instinctif. En fin de compte, toutes ces petites formes, c'est presque des pensées. Voilà, c'est des milliers de pensées. C'est pour ça que le détail est important. Parce qu'au final, même si on faisait une énorme tache noire sur une belle toile blanche, l'œil il chercherait le petit défaut, il cherche le détail, il cherche à se raccrocher à quelque chose d'humain. Là, c'est juste ces deux petits points, ils accentuent la verticalité et ils donnent un relief. Juste parce que l'œil, en fin de compte, tu vois, il s'intéresse à ce qui pourrait ressembler à un caractère un peu trop fort. Et hop, ça met en exergue, tu vois, ce qu'il y a derrière. Ça donne un relief, ça habille tout de suite et ça apporte une rondeur à la lumière. Alors que c'est juste un point. Comme quoi l'individu peut être important aussi. Hein. Après, on fait que remplir des vides. Essayer de mettre une harmonie, si on désire une harmonie. Là, on est face à soi-même pour ça. Est-ce qu'on a envie de se battre? Est-ce qu'on a envie de se confronter à quelque chose? Ou est-ce qu'on a envie de se faciliter les choses? Ça fait partie des étapes pour se construire, se déconstruire, se mettre face à ses propres envies. Mais est-ce qu'on peut les réaliser? Il suffit de le vouloir, de prendre le temps. Le grand luxe, en final, c'est d'avoir le temps. Le reste importe peu. Juste le temps de se poser la question ou de profiter du temps qui passe. En fin de compte, je pose des moments de pause. Voilà, tout ça c'est de la pause au final.
Le travail de la compression est intéressant parce que tu pars d'une forme prédéfinie et ensuite on essaie d'aller jusqu'à l'extrême. Et parfois juste un pli de quelques millimètres suffit à donner juste cette courbe, cette douceur ou ce pli un peu violent qui t'illumine le regard, qui vient choper la lumière juste comme il faut. Et voilà, savoir s'arrêter aussi. On applique et il faut savoir s'arrêter. Voilà. Et à chaque fois, c'est se dire stop. Alors, je parle des compressions et de la matière, de l'acier. Moi, ce qui m'intéresse dans cette matière, c'est qu'au final, à la différence de l'argile, c'est que c'est une matière qui est quand même assez, qui n'est pas forcément aussi docile que ça. Alors même si le feu de la forge permet d'adoucir et de pouvoir la modeler, justement, se rapprocher du travail de l'argile, il y a des moments où le modelage, c'est de la douceur, c'est quelque chose. Et donc j'ai cherché, tu vois, dans la compression, quand tu vas au-delà de la compression, le métal, il se rompt, il se brise. Et c'est une violence qui n'est pas forcément désirée. Alors à un moment, je me suis dit, et si on désirait rompre, demander à la matière de s'expandre et de retrouver ses origines dans la particule, dans la fusion, et voilà. Et je me suis souvent posé la question comment arriver à exploser un peu toutes ces particules et à donner une expression d'explosion interne. J'ai rencontré il y a quelques années un monsieur arquebusier, Patrick le fou, Patrick l'alchimiste de la poudre noire. Et ce monsieur un jour m'a dit, mais t'as envie d'utiliser, voilà, de savoir ce que c'est une explosion, la fabrication d'une balle, et de voir un peu comment toute cette alchimie, justement, une fois qu'elle est mariée, qu'elle est un petit peu contrôlée, ce qu'on arrive à faire. Et le travail de la compression, quand je suis allé au-delà de ce qu'il fallait et que j'ai brisé ce métal, j'ai repensé à cet arquebusier et je lui ai demandé de tirer, de projeter des balles qu'il avait fabriquées spécifiquement pour cette occasion, de tirer sur des volumes en métal donc, que j'avais préparés. Et son œil et sa précision de tirer à des endroits réellement bien précis pour arriver à déformer la matière, c'est-à-dire faire ce que mes mains ne peuvent pas faire, aller donc au-delà. Et les résultats sont absolument époustouflants parce que d'un impact de surface, on s'aperçoit que l'arrière était également, avait subi des déformations et que le volume intérieur lui-même avait réagi à sa manière, comme si on demandait au métal de reprendre sa forme d'origine. Ce qui était très intéressant, c'était que l'impact est tellement violent que la balle elle-même a fusionné avec l'acier. Donc ce travail de compression, ce travail de vouloir marier les matières entre elles, soit avec douceur, soit avec une certaine violence, je me suis dit, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que nous vivons au quotidien aujourd'hui. Et en tant qu'être humain, de continuer ce message purement intime et émotionnel. Et de le partager, mais cette fois sans cette violence qui peut toucher la chair. Le feu, c'est vraiment
un outil particulier parce que c'est à chaque fois que j'allume ce feu justement qui va permettre de sculpter, c'est pas un feu que j'allume. J'ai une pensée pour ceux qui ont allumé ces feux avant moi. Parce que il y a comme un devoir de travail, d'ouvrage. Je me mets une obligation de devoir respecter cette matière, cette alchimie qui est capable de prodiges et de prouesses. Seulement, tu ne peux pas maîtriser la matière si tu n'as pas ce respect avant. C'est vraiment une pensée qui m'accompagne, parce que je me dis que c'est quelque chose de vraiment, originel, et que ce feu, comme on dit souvent, ce feu qui nous anime, en fin de compte, on l'a vraiment en nous. Et j'ai l'impression, en fin de compte, de travailler plutôt avec un collaborateur, avec un ami, avec un complice, avec un être aimé, et de l'accompagner et d'être son extension. Je le vois comme presque comme une puissance divine avec un petit dé, mais comme quelque chose qui est vraiment, vraiment un compagnon de voyage et non pas quelqu'un avec qui je vais me battre. Le feu, c'est le mariage. C'est le mariage entre la brutalité, la pureté, la philosophie et le vulgaire. Et quand tu mélanges tout ça, bah, tu as un truc qui a du caractère, quoi, qui a des tripes. Quand on travaille ensemble, la puissance du coup de marteau, l'effort est minimisé, devient facile. Il suffit juste d'être attentif. Et là, la matière, quelle que soit son épaisseur, elle suit ton geste. J'avais envie de me retrouver face à la représentation de l'humanité. Alors c'est assez, comment dirais-je, compliqué parce que beaucoup d'autres l'ont fait avant. Mais j'ai cherché la ligne la plus simple, la ligne la plus pure. Et en fin de compte, comment en deux pincements de doigts, en deux plis, on peut représenter l'élévation humaine. Alors, c'est représenter graphiquement le corps humain, surmonté d'une tête pensante, et c'est une élévation comme un minaret, comme un clocher, comme une montagne inaccessible. Voilà, c'est de les élever souvent plus haut que la taille humaine, justement pour nous obliger à regarder un petit peu au-dessus de la ligne d'horizon et de se dire l'humanité, elle peut être vraiment jolie, vraiment belle. Je ne dis pas que ce que je fais est beau. Ce que je dis, c'est que l'action de devoir se redresser et lever la tête, c'est essayer de regarder au-delà de soi-même. C'est pour ça que j'ai cherché des lignes excessivement pures, ce qui permet de rendre cette image un peu universelle, c'est-à-dire asexuée, sans signe extérieur de richesse, de religion, de couleur de peau, voilà, c'est simplement voilà, un être humain, homme, femme, qui est là, à côté de toi, devant toi, avec toi, et qui reflète ce que tu es. Donc c'est un miroir qui t'oblige à regarder au-delà.